Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu hier mardi 10 février Jean-Pierre Delacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. Au centre des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Reportage. En audience ce mardi 10 février, Jean-Pierre Delacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix. Une rencontre stratégique centrée sur la consolidation de la paix et la stabilité durable en République démocratique du Congo. Au cœur des échanges, le rôle de la MONUSCO dans l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu tel que convenu dans le cadre de l'accord de paix de Washington et du processus de Doha. Ces mécanismes s'inscrivent dans l'application des résolutions 2773 de 2025 et 2808 adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Jean-Pierre Delacroix a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à accompagner les autorités congolaises dans la mise en œuvre effective de ces engagements, soulignant que le respect strict du cessez-le-feu constitue un préalable incontournable à toute perspective de paix durable. Pour les chefs de l'État, la réussite de ces processus est indissociable du renforcement progressif de la présence de l'État dans les zones affectées par les conflits armés, condition essentielle au rétablissement de l'autorité publique et à la protection des populations civiles. Après cette audience, les attentes demeurent sur la volonté partagée entre Kinshasa et les Nations Unies de traduire les accords politiques en actions concrètes sur le terrain. Ce mercredi 11 février 2026, le ministre d'État en charge de la justice a reçu le chargé d'affaires des États-Unis en République démocratique du Congo, Yann Msekari. Une première rencontre officielle placée sous le signe du renforcement de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la justice. Les deux parties ont réaffirmé l'importance de ces partenariats stratégiques entre Kinshasa et Washington. Plus d'explications dans ces propos du chargé des affaires américain. Nous avons eu une excellente réunion avec Monsieur le ministre de la Justice. On a discuté notre coopération qui devient de plus en plus forte. Nous soutenons les efforts de Monsieur le ministre de renforcer la lutte contre la corruption et pour renforcer les capacités judiciaires du gouvernement congolais. Notre partenariat est assez fort et il sera plus fort, de plus en plus fort. Il y a beaucoup de bonne foi dans nos relations avec la RDC et je suis optimiste dans l'avenir. On va accomplir beaucoup. En République démocratique du Congo, la guerre à l'Est prend une nouvelle dimension. Selon plusieurs sources sécuritaires, des contractants privés liés à l'américain Henrik Prince auraient été déployés à Uvira au Sud Kivu pour appuyer l'armée congolaise face aux rebelles de l'F-123, notamment grâce à l'utilisation de drones. Une intervention discrète qui intervient dans un contexte de tensions régionales persistantes. Des précisions dans ces récits. Une opération discrète menée par des contractants privés américains a récemment renforcé les forces armées de la République démocratique du Congo dans la défense de la ville stratégique d'Uvira, ravivant les débats sur la privatisation croissante des conflits africains. Au cœur de cette intervention, Henrik Prince, ancien patron et fondateur de la controversée société militaire Blackwater et figure proche des milieux politiques conservateurs américains. Selon l'agence Reuters, des hommes et des drones liés à Prince ont été déployés pour soutenir les forces spéciales congolaises face aux rebelles de l'AFC M23 accusés par des acteurs internationaux d'être soutenus par les Rwandais, une accusation que Kigali continue de rejeter. Uvira, ville frontalière du Burundi, avait brièvement basculé sous le contrôle rebelle en décembre dernier avant que les combattants ne se retirent dans un contexte de pression diplomatique américaine. L'appui privé aurait permis de renforcer la surveillance aérienne et d'appuyer les opérations militaires dans les hauts plateaux
du Sud Kivu à un moment jugé critique par Kinshasa. Ni la présidence congolaise, ni les représentants officiels des princes n'ont publiquement confirmé les détails dans cette mission à Reuters. À l'origine, l'accord entre Kinshasa et l'équipe des princes visait surtout à améliorer la collecte des recettes fiscales liées au secteur minier, une priorité pour un pays riche en tantal, lithium, or et autres ressources essentielles aux industries technologiques mondiales. Mais l'implication des contractants privés sur la ligne des fronts marque un tournant. L'agence britannique révèle que certains responsables congolais estiment que la présence des personnels liés aux États-Unis pourrait dissuader les rebelles d'attaquer directement par crainte d'une escalade internationale. En parallèle, Washington aurait proposé un soutien diplomatique et sécuritaire accru en échange d'un accès privilégié aux ressources minérales stratégiques du pays, renforçant la dimension géopolitique du conflit. L'opération à Uvira aurait également impliqué des conseillers israéliens chargés de former des unités d'élite congolaises aux opérations des jours comme des nuits. Officiellement limités à la formation, les rôles illustrent néanmoins la complexité croissante des alliances sécuritaires dans l'Est congolais. Sur les terrains, la situation reste volatile. Les combats se sont intensifiés depuis l'an dernier sur fond des rivalités régionales et d'héritage historique liés notamment au génocide rwandais de 1994. Malgré un accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine, les groupes armés comme l'AFC M23 n'y sont pas directement intégrés, laissant planer les fortes incertitudes sur la stabilité future de la région. L'intervention d'acteurs privés étrangers souligne une évolution majeure du conflit congolais, la multiplication des partenaires sécuritaires internationaux et la montée en puissance des sociétés militaires privées. Pour certains analystes, cette tendance pourrait modifier l'équilibre des forces sur les terrains. Pour d'autres, elle risque d'ajouter une couche supplémentaire de complexité à une guerre déjà enracinée dans des dynamiques locales, régionales et économiques profondément imbriquées. L'archevêque Dodo Kamba s'est rendu ce mercredi chez l'opposant Jean-Marc Kabonde pour lui présenter la démarche du Conseil interreligieux congolais en perspective d'un dialogue national inclusif entre Congolais. Une initiative qui vise à l'approche des acteurs politiques et sociaux autour d'une solution concertée à la crise actuelle. Suivez les détails de cet élément. Nous apprécions vraiment la manière pour le président Kabonde d'appréhender les choses. Il nous a réservé un très bon accueil et puis le message est bien passé. Nous avons échangé à cœur ouvert et à bâton rompu. Ça a été vraiment très enrichissant et nous sommes très contents. Et alors, quelle est la prochaine étape? Et la prochaine étape, nous continuons notre tournée jusqu'à rencontrer les autres, mais pour ici, nous retenons pas mal de choses qui devront avancer le pays. Et en tant que religieux, nous les avons notées. Nous pensons pouvoir dresser un rapport quand le travail sera fini. Et pour nous, c'est très positif, d'autant plus que nous parlons dialogue. Et ça n'a pas été contredit. Nous restons dans cette logique. Et c'est très constructif, faut le dire comme ça. Comment avez-vous trouvé l'homme Kabonde? Ah ben, toujours égal à lui-même. Toujours égal à lui-même. C'est un homme exceptionnel, très réfléchi. Et bon, nous avons une très bonne impression de lui. Nous pensons que le moment venu, il fera partie de personnes qui pourront apporter vraiment un plus au moment des dialogues, si jamais cela se tenait. Donc, et parce que ça va se tenir, il faudrait rester positif. Donc, nous avons apprécié énormément sa manière d'appréhender, de voir, de définir, d'analyser. C'est très bien. Ok. Dans votre démarche, vous parlez de la commission Vérité et Réconciliation. Tout à fait. Est-ce que vous serez vraiment entendu? C'est vrai, nous avons, au départ, en parlant de ça, nous avons trouvé dans leur JBCR déjà une disposition pareille, mais qui pouvait venir ou intervenir après. Mais dans notre logique, c'est quelque chose qui devra
précéder, être devant, parce que il faudrait d'abord créer un climat de décrispation. De son côté, l'archevêque Jibai Yamapia, président de la plateforme de confession religieuse au Congo, accuse la Tandem 5 SCC d'avoir saboté la feuille des routes communes présentée le 25 août 2025 en vue de dialogue inclusif. Estimant que ces documents n'ont plus raison d'être, il dit désormais s'aligner sur les conditions fixées par le président Félix-Antoine Tshisekedi, privilégiant un dialogue piloté par l'État et organisé sur le sol congolais. Suivez ces déclarations. Bon, à ce que je sache, déjà, une partie de ceux qui ont signé cette feuille de route l'ont sabotée. Déjà, je vais être direct que l'ECC Senko, ils font cavalier seul. Parce que l'objectif était de mettre toutes les initiatives ensemble. Alors, partant de là, cette feuille de route ne peut plus avoir sa raison d'être. Ainsi dit, si on pose des conditions, notamment que le président de la République dise « voici, voilà », il est le garant des institutions de la République, en même temps le symbole de l'unité nationale. Ainsi dit, les morts, on ne peut pas directement marcher sur les cadavres et chercher une quelconque réconciliation sans amendement. C'est pourquoi nous nous disons que dans pareilles circonstances, nous avons eu les élections en 2023, il y a un gouvernement, il y a un parlement, il y a un président élu. L'ensemble de ces choses nous amène à dire que si le dialogue doit avoir lieu, il faut toujours respecter les cadres constitutionnels et institutionnels. Et c'est nous n'ont jamais dit le contraire. Bon, ne jamais dire le contraire est une chose, mais se comporter dans une certaine mesure, c'est comme s'ils vont à l'encontre de cette façon de voir. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Moussabani, s'attaque au conflit coutumier à Kinshasa. Au cours d'une réunion tenue hier mardi, il a planché sur la situation des chefs coutumiers dans plusieurs groupements de communes de Maluku, Sélé et Mongafula. Pour désamorcer les tensions, une commission ad hoc a été mise sur place afin de statuer sur ces différends. Israël Moutala de la délégation de l'hôtel de la ville s'est exprimé au sortir de cette rencontre. Suivez. Tranquille. Il a été question de la sécurité à Kinshasa, principalement ou spécialement dans ces groupements. Donc il a été mis sur la table la possibilité de mettre en place une commission ad hoc pour vider tous les conflits coutumiers qui empêchent les Quinois et les Quinoises de vaquer à leurs occupations. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de la sécurité, a convoqué cette réunion pour essayer de solutionner ces problèmes de manière durable, avec une méthodologie rigoureuse, sans interférence politique. Donc c'est comme ça que toutes les personnes impliquées à la résolution de cette crise sont autour de moi pour réfléchir à cette question. C'est une question transversale, c'est une matière concurrente qui est traitée au niveau du gouvernement central et au niveau de la province. C'est comme ça que vous avez vu que la province est ici représentée par le ministre de l'Intérieur et moi-même qui représente le gouverneur pour essayer de trouver la quiétude dans plusieurs groupements de Kinshasa, dans la commune de Lansele, dans la commune de Maluku, dans la commune de Mongafula, Massina, partout où il y a des conflits, les faire taire de manière définitive pour permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. La mission, c'est de vérifier la légitimité des pouvoirs dévolus aux chefs coutumiers, et tout simplement s'assurer qu'il n'y a pas que le principe de l'apolitisme est respecté, s'assurer que le principe des us et coutumes soit respecté, les valeurs ancestrales, la paix, la promotion du bon vivre ensemble entre les villages, entre les groupements, s'assurer qu'il n'y ait pas d'usurpation de pouvoir, que le pouvoir doit revenir à celui que la coutume, les us et coutumes ont dit que le pouvoir reviendrait.
À Kinshasa, l'heure est la fermeté. La démolition du bidonville Pakadjouma s'inscrit dans une vaste opération de récupération de l'espace de l'ex-Onatra illégalement occupé. Objectif affiché par les autorités provinciales, lutter contre l'insécurité et freiner la propagation de différentes épidémies. Pour le gouverneur Daniel Bumba, les respects stricts des normes s'imposent désormais comme une priorité absolue. Reportage. La tension observée le matin du lundi 10 février 2025 a laissé place l'après-midi au bruit des tracteurs. Une opération de démolition des constructions anarchiques au quartier Pakadjouma dans la commune de Limité. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sur place, une population désabusée. Certains tentent de sauver ce qu'ils peuvent. D'autres, résignés, prennent carrément une douche à ciel ouvert. Eza pompi ezalai na ba douche babuki biso place sukoleza te to mo sukola na libanda. Même si les uns et les autres assurent avoir eu vent de cette opération, ils dénoncent cependant n'avoir pas eu suffisamment de temps pour évacuer en toute sérénité. Mais pour aller où se questionne-t-il juste après? Kolongola bato na place, il faut qu'on ait ma place, mon bako ok. Il bien qu'on peut ça mon temps. Tout délai ni bako ele. Parce que awa baza déranger, ba tundeli la kala carte, yo mon la condition. Tu vas kende siko wat sombula, so ba condition difficile. Bralima amema ka batu na kimpoko. Alukela ki batu place na maluku. Apesi batu esika bavandi. Oyo apesi batu eloko te, esika te. Kaka ayeko bimisa batu. Bana batu babungi, biloko ebungi. Sikoyo bakovanda wapi? Ndeti ba mama bazezi. À ces questions et autres préoccupations, le gouverneur de la ville de Kinshasa répond. La ligne opinion est retenir boé. Batou bazan ainsi qu'au union selon le rail, baza qui bongo avisé ça fait plus de 6 mois. Baza bongo mise en demeure ça fait plus de 6 mois. Laissez même porter à plus d'une année. Oh bah il fallait que l'opération au Salema. Mais également bah dissolution des OAMI. L'accompagnement on a tra bah chepe masua. O Rolinga, Azonga, l'intérieur, Azongi l'intérieur. La dissolution des OAMI pour l'on a ici qu'on va kenesika va disposer la rabango pour na bavanda kimia pour libérer ces cas. To lignité opération à la mal interprétée. Parce que avant na Kinshasa, o asa la ranzelo à poilu, ayebi marami les kara. Bah on a perdu ba perruque, bah on a perdu ba bijoux, bah on attaquer dans kata bateau. On ne peut pas laisser en tant que l'État en situation et se pérenniser, continuer. En descente sur ces sites, Daniel Bumba a tenu à fixer l'opinion sur les objectifs et les biens fondés de ces démolitions. Oui, que place Oyo, ils ont foyer, il y a insécurité et belé. Ozali, option liboso pour la mission. Deuxièmement, nous avons pour libérer en prise ferroviaire. L'accompagnement, il y a rétablissement en train urbain au Natra. C'est-à-dire en prise ferroviaire, si un rail et l'équipe, et si un train singulier, les cas, on doit envahir en haut. On doit accident des autres éco-salement, pour fonctionner normalement, il y a train éco-salement. Nous faisons libérer en prise au mais également pour nettoyer surtout en bouteille sécurité. Et aussi pour que tant où des ordres s'installer, ils ont un peu foyer. Vous voyez? Ils ont un épicentre, il y a une épidémie. Donc, tout ça peut apprendre la santé publique. Donc, dans le cadre, il y a sécurité, dans le cadre, il y a sa mobilité, et aussi pour prévenir la nécessité de la santé publique d'être au procès de l'évacuation. Du côté de l'ex-Onatra, l'on demande à ce que cette opération puisse également toucher leurs emprises occupées de manière anarchique de Matete à Kitambo. Enfin, à Lubumbashi, l'assainissement de la ville passe aussi par l'ordre dans les petits commerces. En tournée hier mardi, le maire Joyce Tunda Chansa a sensibilisé les marchands pirates au respect strict et itinérance autorisée des heures de vente et des propriétés des espaces publics. Un appel à la responsabilité pour une ville plus propre et respectueuse de l'environnement. Reportage signé Mairie de Lubumbashi. Dans une
Patrouille pédestre effectuée l'après-midi de ce mardi 10 février 2026 par Madame le maire de la ville de Lubumbashi et Joyce Tunda Tshonsa, les marchands pirates ont été sensibilisés à respecter les horaires tels qu'ils ont été autorisés et à vendre uniquement sur la servitude et non sur la voie publique. Pas à pas, Joyce Tunda Tshonsa a exhorté les marchands pirates qui exposent leurs articles, même les sols, de se procurer des palettes en lieu et place des cartons qui salissent la ville et bouchent les caniveaux. Les vendeurs à la sauvette qui ne respectent pas les zones autorisées ont vu leurs marchandises être confisquées. Et dans les arrêts de bus, l'autorité urbaine a procédé à la sensibilisation. Mais au-delà de la leçon pédagogique et environnementale, les chauffeurs et vendeurs à la sauvette ont été sommés de mettre la propriété et de continuer à le faire quotidiennement. Cette opération, marquée par la fermeté et la pédagogie, illustre la volonté de l'autorité urbaine de redonner à Lubumbashi son image de cité ordonnée et respectueuse de l'environnement. C'est la fin de cette édition d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Rendez-vous au prochain numéro.